Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Il y a trop de bonne humeur pour le... Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, où, comme chaque mercredi depuis de nombreuses années. C'est le dernier numéro de ce mois de Ramadan, puisque nous sommes à la veille de l'Aïd. Et on termine bien ce mois de Ramadan au CPP avec nos invités. Amira Bouraoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être pour venu. l'invitation, Khaled. Merci à Maître Nabil Asmaïl, bonsoir. Bonsoir. Ihsan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous commençons ce CPP et d'abord avec cette terrible information qui est tombée cette semaine avec l'incarcération du chef d'entreprise Nabil Mellah, réputé pour son intégrité, pour sa gentillesse, pour son honnêteté. Nabil Mellah passe aujourd'hui sa 3e nuit en prison. Pourquoi est-il en prison aujourd'hui, Nabil Mellah? Officiellement pour une affaire de vente de médicaments à perte, donc quelque chose qui est de l'ordre du civil. Hein. Enfin, il y a peut-être une clause pénale, mais c'est plus de l'ordre du civil. Et puis il y avait toutes les justifications, enfin le procès le montrera. Il y a plein de laboratoires en Algérie qui sur certains médicaments, peuvent temporairement vendre à perte. Dans le cas de Mérinal, c'est son fournisseur sud-africain qui paye la différence, afin de garder sa part de marché. Donc en principe, il est couvert. Il avait été, ceux qui ont déposé la plainte, le ministère de l'Industrie, qui est supposé faire la promotion du secteur de la pharmacie, a déposé sa plainte sur 3 médicaments. Sur 2, on a reconnu qu'il n'y avait pas de vente à perte. Sur ce immunodépresseur fourni par un laboratoire Aspen, un laboratoire sud-africain, on a décidé que c'était de la vente à perte, en dépit du fait qu'il y a eu des flux entrants de l'Afrique du Sud vers la filiale de Mérinal, ou la société sœur de Mérinal qui est impliquée dans cette procédure, qui montre qu'à chaque fois, on a payé, à la fin du cycle, on a payé la différence entre le prix d'achat et le prix de vente en Algérie, donc il n'y a pas de vente à perte, pardon. Donc en fait, la raison est ailleurs, et bon, en marge de la procédure, la raison a été révélée à différents moments. Enfin, Khaldrani, pour moi, ce qui vient d'arriver, c'est un moment. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à un moment équivalent durant la période de Bouteflika. Il y a des moments où les régimes perdent complètement le sens de la réalité. Ils perdent et ils font des gestes qui, de mon point de vue, sont des gestes emblématiques, des gestes marqueurs de leur panique et de leur perte de sens. Si on revient dans le court terme, l'incarcération de l'Akhdar Bourg-Allah par Ahmed Gayed Saleh, c'est un moment de pure folie. Voilà, c'est-à-dire que d'attaquer le Hirak, on a décidé de khounou l'Akhdar Bourg-Allah. On a vu ce que ça a donné. Dans le militantisme, c'est le moment le plus emblématique. On peut citer l'incarcération et l'implication de Abdelmadjid Tebboune dans le cas de Khaldrani, qui est aussi une perte absolue de sens et un moment de panique dans l'année 2020. Mais moi, pour comparer encore de manière plus forte et symboliquement, ce qui m'a le plus, pour moi, ce qui est encore le plus parlant, c'est un moment qu'on a vécu. Je ne sais pas si on l'a vécu ensemble, Khaled, avril 2016, le moment où Cheikh Ibrahim revient en Algérie, il rentre par l'aéroport d'Oran. Pour moi, c'est le moment de la... On était dans le café presse politique et il y avait un climat, on s'était dit, mais est-ce qu'ils réalisent qu'ils sont en train d'insulter à un point le peuple algérien? Est-ce qu'ils réalisent qu'ils sont en train de signer leur perte? Le bouteflikisme, moralement, a signé sa perte avec cet acte-là. Parce que tout le reste, à la limite, on pouvait toujours... Mais quelqu'un contre lequel on avait autant de choses et qui rentre de cette façon-là, c'était une position, un affront pour le peuple. Aujourd'hui, dans le sens inverse, l'incarcération de Nabil Mellah, je ne vais pas développer ce qui est Nabil Mellah, tout le monde a parlé de lui sur les réseaux sociaux, l'incarcération aujourd'hui d'un chef d'entreprise citoyen engagé qui
L'UNOP, l'Union nationale des opérateurs pour la pharmacie, a fait un communiqué où elle a rappelé que c'était, en tant que secrétaire général de cette organisation pendant de longues années et en tant que président, le chef de file de la bataille qui a permis au secteur de l'industrie pharmaceutique d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un secteur qui arrive à produire 60% des besoins du pays. Parce qu'ils ont réussi à interdire l'importation des molécules qui étaient produites en Algérie et il est monté au front. D'un point de vue patriotique, d'un point de vue d'investisseur, d'un point de vue de bâtisseur de l'économie algérienne, il est monté au front. Il a joué de sa personne pour pouvoir construire l'UNOP lui a reconnu cela, lui a reconnu bien sûr plein d'autres qualités. Voilà, Nabil Mellah est en prison parce que c'est le modèle de chef d'entreprise qui aurait pu permettre à l'Algérie de se développer dans l'indépendance. Bla, sans être sous les ordres du politique. Et le politique refuse. Il refuse l'indépendance des acteurs. Le politique refuse l'indépendance de tous les acteurs, y compris des acteurs économiques, et il leur fait payer comme ça. Quand on fait payer, je finis sur ça, au premier exportateur de biens, de médicaments, au moment où on dit qu'on doit développer l'économie et exporter plus, le premier exportateur vers plus de 10 pays, quand on lui fait payer par la prison le fait qu'il est libre de sa parole, je pense qu'on a perdu le sens de la raison. Je pense qu'on est dans le même moment que le moment Cheikh Ibrahim de 2016. Et il y a eu des réactions incroyables sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, une vague de dénonciations, surtout dans le milieu des chefs d'entreprise, notamment ce tweet de Slimane Toumani: je suis choqué, je suis triste, je suis abasourdi, je suis estomaqué, je suis stupéfait, je n'ai plus de mots pour décrire ce qui arrive à Nabil. Est-ce qu'on fait payer aujourd'hui à Nabil Mellah son engagement? Est-ce qu'on lui fait payer son courage? Il n'y a qu'à voir que Nabil Mellah a engagé sa marque Merinal sur un des produits Somnui, donc c'est un produit parapharmaceutique donc sur lequel on peut faire de la communication, qui est le sponsor depuis de très longues années du Café Presse Politique et qui nous permet à la Radio M d'entretenir contre vent et marée, cet espace d'échange, cet espace de liberté. Et bon, clairement, c'est cela qui est attaqué. Enfin, on ne peut pas imaginer que ce soit autre chose. Évidemment, Nabil Mellah ne peut pas être assimilé complètement uniquement à son investissement dans la liberté de la presse. Il a son propre investissement dans la libération de l'économie, dans les mesures qui sont prises dans le secteur de la pharmacie, etc. C'est un citoyen qui était dans Mouatana, donc il avait un point de vue sur la... Nabil Mellah est le chef de file de la lutte contre le bouteflikaisme du point de vue des hommes d'affaires et des investisseurs. C'était celui qui était le plus en pointe. En fait, ça veut dire qu'on est en train de combattre aujourd'hui les gens qui ont contribué à en finir avec la SABA. Il a quitté le FCE, il a dénoncé les pratiques des oligarques, etc. Ça lui a beaucoup coûté. Et bon, pour moi, c'est évident que c'est à cause des opinions qu'il a été incarcéré et pas à cause de la gestion du Merinal. Est-ce que c'est ça l'Algérie nouvelle, Amira Bouraoui? Si c'est ça, on est mal barré. Si c'est ça, on est mal barré. Je rejoins tout à fait M. Qadi par rapport à M. Nabil Mellah, que j'ai eu l'occasion de croiser durant les manifestations de 2014 contre Abdelaziz Bouteflika. Moi, j'étais dans le cadre de Baraket, et puis lui voulait ce réel changement. Pour moi, Nabil Mellah, c'est une affaire qui ressemble étrangement à celle de Benchikou. Voilà, vous n'êtes pas avec nous, donc vous êtes contre nous. Étant bien placé quand même, parce que j'ai quand même travaillé en tant que médecin conseil à la sécurité sociale pendant 8 ans, et ayant vu le lobbying pharmaceutique, etc., je suis bien placée en tant que médecin pour dire que nous avons toujours demandé à ce que les médicaments qu'on utilise en Algérie ne soient pas continuellement importés de l'étranger, mais fabriqués ici, en intramuros. Le monsieur, non seulement il les fabrique ici, mais les exporte, ce qui est censé quand même être quelque chose qui met en avant l'Algérie, et non pas finir en prison juste parce qu'il a soutenu une radio et qu'il a permis à des gens de s'exprimer librement. Maître Nabil Esmaïl. Ça ne peut pas être une Algérie nouvelle, on ne demande pas une Algérie nouvelle, on demande un nouveau système. Nabil Mellah fait partie de ceux qui dérangent du fait qu'ils ont réussi là où ils ne devaient pas réussir. Ils ont réussi dans une Algérie où le système veut garder en entière dépendance dans tous les domaines. Donc que Nabil Mellah ait réussi dans un domaine et qu'on lui colle une affaire qui ne peut pas être une affaire pénale, c'est une affaire purement commerciale. S'il a mal commercialisé ou il a fait des ventes à perte, ça c'est... On ne peut pas faire
emprisonner une personne pour ça. Ça n'existe pas. Donc, moi, je pense que Nabil Mellah paye le fait qu'il ait pu prouver qu'il y a un génie algérien qui peut contribuer à diminuer cette dépendance de l'étranger dans tous les domaines. Nabil Mellah, vous venez de le dire, la véritable raison n'est pas ça. La véritable raison, c'est le fait qu'il finance et qu'il soutienne une radio qui échappe au contrôle. On t'a bien mis en prison et ça ne t'a pas enlevé ta façon de penser ni de réfléchir. Tu es là, tu es en train d'inviter des gens qui sont contre le système, pas contre l'État. Donc on n'emprisonne pas quelqu'un pour ses idées parce qu'on ne lui enlève pas ses idées parce qu'on l'a mis en prison. On a bien condamné Mme Bouraoui parce qu'on lui reproche d'avoir publié des choses qui ne plaisent pas ou des choses contre l'islam ou des choses contre Tebboune, j'allais presque dire contre Bouteflika, contre Tebboune, pour dire que c'est le même système. On ne change pas d'homme, on veut changer le système. Mais on n'a pas fait d'elle une repentie. Elle n'est pas rentrée fait Beit Ta'a. On l'a condamnée pour ses pensées, pour ses écrits. Mais est-ce que, même si elle fait ces 2 ans, est-ce qu'elle va changer de façon de penser? Parce qu'elle a un idéal, elle se bat pour cet idéal. Donc on ne peut pas condamner la pensée, tout comme on ne peut pas condamner Saïd Jebel Khair parce qu'il a pensé différemment. Donc Adel Mellah fait partie de ces gens qui dérangent. Nabil Mellah fait partie de ces gens qui dérangent un ordre établi. Ils veulent montrer que l'Algérie est dépendante, elle doit être gérée par ceux qui décident des partenaires, ceux qui décident de ce qu'on doit manger, de comment on doit réfléchir, de qu'est-ce qu'on doit lire, qui ne sont pas en fait en diapason avec toutes les mutations que connaît le monde. Et bien sûr, Maître, la liste, vous êtes bien placé pour le savoir, la liste des détenus d'opinion s'allonge de jour en jour avec Mohsen El Hamedouche qui a été mis sous mandat de dépôt aujourd'hui pour attroupement non armé et appel à attroupement non armé. Il a été mis sous contrôle judiciaire il y a quelques jours et aujourd'hui il est sous mandat de dépôt. L'étudiante aussi, Megari, a été mise hier sous mandat de dépôt. C'est devenu aujourd'hui la mode. Rien n'arrête la justice qui emprisonne les militants, y compris les étudiants. La question qui se pose, c'est jusqu'à quand? Jusqu'aux élections? Ou est-ce que ça va changer après les élections? Puisque maintenant tout est suspendu au scrutin législatif du 12 juin. Yahsan Qadi. Non, moi je ne pense pas que ce soit lié au 12 juin. Le 12 juin est déjà symboliquement mort. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que si le régime avait voulu en faire un vrai enjeu ou qui puisse laisser entendre aux Algériens que c'est un nouveau départ, que c'est une main tendue, que ça peut être une réconciliation, il ne se serait pas conduit comme il se conduit depuis plusieurs semaines, depuis en gros le début du mois d'avril et cette réunion du Haut Conseil de la Sécurité qui a décrété la guerre au Irak en voulant nous protéger du MAC et de Rachid. La vérité, c'est qu'il n'a pas été traité politiquement, donc on a choisi de sacrifier le 12 juin en déclarant la guerre au peuple algérien, et notamment à la partie du peuple algérien qui continue de s'exprimer. On a choisi de ne pas tenir compte du 12 juin, parce que le 12 juin, c'était possible de le passer autrement, en poursuivant le mouvement des élargissements, des libérations que Abdel Tebboune a engagé dans son discours du 18, et en donnant un semblant d'ouverture, en laissant la campagne démarrer peut-être un peu plus tôt, en laissant ceux qui sont contre le vote s'exprimer dans des salles, en leur donnant des salles, ça me fait rire, mais enfin on va en parler dans un moment, demander des autorisations pour marcher, qu'on donne déjà des autorisations pour pouvoir se réunir pour les partis légaux déjà, voilà. Et donc c'est tout le contraire. Et donc moi je pense que c'est un bras de fer qui est engagé pour au-delà du 12 juin. On veut cesser, arrêter le Hirak. D'ailleurs, il y a Abdelmajid Tebboune, un extrait qui est passé à la télévision où il disait cela. Il faut que le Hirak s'arrête. Et on pensait peut-être l'arrêter en agitant des sièges à l'Assemblée nationale, etc. Pas suffisamment. Aujourd'hui, on est revenu à la méthode Ahmed Gaïd Salah. On l'arrête par la brutalité. Vous avez aussi subi un mandat de dépôt en 2020. Quand vous voyez toutes ces personnes qu'on arrête sans raison, qu'est-ce qui explique que la machine judiciaire s'enflamme de cette manière? On avait posé la semaine dernière la question de savoir qui mène cette nouvelle vague de répression aujourd'hui.
Pour moi, c'est le même système, c'est le même régime, c'est les mêmes méthodes, ça n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que ce soit sous Bouteflika ou sous Tebboune ou sous n'importe quel autre président qui vont nous mettre en avant. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de solution politique, donc la solution c'est quoi? C'est la répression. On fait taire tout le monde. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se revoit depuis Qléha. Enfin, on m'avait dit... Comment? C'est pour d'autres raisons. C'est parce que toi, tu étais pour aller aux législatives, pour que le Hirak investisse l'Assemblée. L'idéal pour moi aurait été que tous les hirakistes soient à l'intérieur de la PN pour qu'on puisse changer les choses. Mais je savais bien que ni les hirakistes n'auraient cru à cette idée, parce que il est clair que aujourd'hui même ils sont en train de rejeter des gens qui veulent y participer sous prétexte qu'ils aient participé au Hirak. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et ils leur notifient ça. Maître pourra le confirmer tout à l'heure, que si c'est refusé, c'est parce qu'ils ont participé au Hirak. Donc les méthodes n'ont absolument pas changé. Ils continuent à être dans la répression. C'est pas bon ni pour le régime qui aujourd'hui même, quand l'ONU dit nous sommes 3 pays aujourd'hui, l'Algérie, la Palestine et la Birmanie, à être critiqués comme étant des régimes répressifs. Ça fait honte quand même. Ça fait honte. Voilà. On nous met exactement dans le même piédestal que Israël, que le régime birman. C'est triste à mourir. C'est-à-dire ils ne veulent pas apprendre de leurs erreurs. Ils continuent à mettre des gens en prison. Ça fait mal. Hein. Bon, on parle comme ça un peu de la prison parce qu'on a beau avoir été un peu courageux. On s'envoyait des mots avec Khaled à Qléha, genre est-ce que tu as aimé l'Adès aujourd'hui? On essaye d'en rire et tout, mais on a fait du mal à nos parents. C'est une vérité, avec nos convictions. Nos parents en ont souffert, nos familles ils font souffrir à travers nous et nos convictions les plus proches, parce que les plus proches, même s'ils soutiennent des convictions, on n'a pas envie de les voir pleurer, de les voir nous attendre qu'on sorte de prison. C'est pas évident du tout. Maintenant, aujourd'hui, on voit que les méthodes n'ont pas changé. Elles se sont un petit peu améliorées en quoi, il faut le dire, c'est que dans les années peut-être 70, 80, etc., on liquidait l'opposant. On le liquidait avec des balles, on le tuait. Hein. Et qu'aujourd'hui, on se limite à l'empêcher de travailler. Bon, pour rappel, ça s'est fait aussi dans les années 90, mais bon. Aussi, ça s'appelait la guerre civile. Oh, oui, voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous jette en prison, on nous empêche de travailler, on nous salit médiatiquement, etc. Enfin, voilà. Est-ce que les détenus d'opinion sont oubliés aujourd'hui? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Il faut rappeler aussi qu'il y a un journaliste en prison depuis 24 jours aujourd'hui, et c'est Rabah Karesh, le correspondant du journal Liberté, qui est à Tamanrasset, et il n'y a pas assez de solidarité, surtout au sein de la corporation, avec lui, et il n'y a pas assez de solidarité avec les détenus d'opinion. J'habite à 200 mètres du siège de Liberté, j'habite juste à côté du siège, et il y a des journalistes quand même qui l'ont soutenu, qui sont sortis, qui ont fait des sit-ins pour Rabah Karesh. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau des médias, vous n'avez pas, là c'est, du coup, il n'y a pas de syndicat en fait. Il n'y a pas de syndicat de journalistes, un syndicat indépendant qui puisse s'exprimer et taper du poing. Ça, on ne le voit pas, mais en tout cas, ses confrères, je les ai vus, il n'y en a pas beaucoup, mais il a été soutenu par ses confrères. Il n'y a pas de syndicat de journalistes en Algérie, Hassan Qadi? Je ne sais pas, si le SNJ était un syndicat, on peut dire qu'il n'y en a pas. On n'a pas réussi on est autour de... Il y a une crise économique, en fait, le syndicalisme était quand même un moment d'organisation qui est possible quand les entreprises employeuses sont structurées, un minimum, que les gens ont un salaire et en fait, quand le délitement, quand la déstructuration est très forte, on tombe dans le lumpenprolétariat, entre guillemets, malheureusement c'est le cas pour une grande partie de nos confrères, qui fait que c'est difficile de les organiser. Mais je ne perds pas espoir, je pense qu'il y a une sorte de décantation qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de revenir de la stratégie donnons-leur une chance, voyons comment. Je prends pour exemple ceux qui ont choisi d'aller s'inscrire au ministère de la Communication, cette oukase qui est anticonstitutionnelle, qui nous impose un régime déclaratif pour les sites électroniques, que nous, éditeurs de Radio M et de Maghreb Émergent, refusons parce qu'il est anticonstitutionnel et que d'autres confrères avec nous refusent. Il y en a qui ont été, des collègues au-dessus de tout soupçon, qui croient au changement démocratique, à la liberté de la presse et tout. Ils ont fait le pas d'y aller, mais ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment un tel noir. Il faut être point des aides, hein, il faut être domicilié ici en Algérie et donc montrer patte blanche pour exister en tant que site, etc. Et en quoi ça dérange, par exemple, Radio M ou Maghreb Émergent de devenir point des aides? C'est pas possible de diter
on prenne des aides. En flux d'informations, c'est pas possible. Techniquement, dès qu'il y a un problème, la hotline, on appelle, personne ne répond. Ce n'est pas opérationnel. Voilà. Sans compter, bon, on va être transparent, sans compter que c'est un moyen de censure directe pour le gouvernement. En fait, on institue Ammar Belhima, rédacteur en chef de Maghreb Images. Et ça, c'est pas possible. Ce qui n'est pas un bon choix, disons. Oui, c'est le rédacteur en chef. Voilà, c'est bien dit. Maître Nabil Esmaïl, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, est-ce que vous considérez en tant qu'avocate et qui allez voir souvent les détenus d'opinion, est-ce qu'on parle à ces deux? Est-ce qu'il y a une solidarité qui s'organise ou est-ce qu'on les oublie et on attendra une vague de libération dans quelques mois? Non, il y a une solidarité parce que si on n'en parle pas assez sur le plan médiatique, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. La solidarité existe dans le sens où il y a un comité qui prend en charge même les familles des détenus parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont loin de leurs enfants qui se trouvent à Al-Harrach. Il y a la solidarité des avocats. Il ne faut surtout pas oublier que le collectif des avocats travaille gratuitement. Donc ça, c'est la plus grande forme de solidarité qui dérange d'ailleurs le pouvoir. Parce que le pouvoir, il a beau remplir les prisons, ça n'a pas découragé les avocats. Ils viennent de partout, ils sont constitués de partout. Tous les détenus qui sont en prison, les 22 qui ont commencé la grève de la faim, qui ont repris la grève de la faim il y a une semaine, on n'en parle pas assez. Ils ont repris la grève de la faim. Là, ça fait une semaine depuis qu'ils sont en grève de la faim et on n'en a pas parlé assez, à part nous, à travers nos pages. Il y a les détenus dans le dossier du Tajadid, le fameux dossier du Tajadid et le dossier de Saïd Chtoine. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite parce qu'on nous a fait le reproche de nous dire pourquoi il n'y a pas de solidarité des avocats pour Saïd Chtoine. Mais tous ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'un avocat, quand il est constitué pour un prévenu, ne peut pas être l'avocat de la victime. Or, dans le dossier de Saïd Tajadid et Riyahi, le Saïd Chtoine est victime. Donc, on ne peut pas parler de lui, il a ses avocats. Il est mineur, on lui a désigné des avocats d'office, on n'a pas le droit de parler de lui, on n'a pas le droit de se solidariser avec lui. On se solidarise. Vous avez le droit de vous solidariser avec Tajadid et pas avec... Non, ils sont contradictoires, ils sont dans le même dossier. Voilà. Le dossier de Tajadid, qui est victime, c'est Saïd Chtoine. Donc on ne peut pas en parler. On ne peut pas, c'est anti-déontologique. On ne peut pas parler de la victime dans le même dossier que notre mandant, qui est Tajadid, Riyahi, Bari et tout. Donc, beaucoup se sont attaqués au collectif. Ah, pourquoi Saïd Chtoine? Mais Saïd Chtoine est un mineur. Il a ses avocats, c'est à ses avocats d'en parler. Nous dénonçons le fait qu'il soit séparé de sa mère. Ça, on n'a pas compris pourquoi, parce que nous ne sommes pas les avocats, nous n'avons pas accès à ce dossier relatif à sa protection, mais on n'arrive pas à envisager la protection d'un enfant loin de sa mère. Mais le juge qui a pris cette décision doit avoir des raisons que seuls les avocats de Saïd Chtoine pourraient divulguer, pourraient dire. Donc nous, on nous reproche ça, mais la solidarité, elle n'a pas baissé d'un cran, parce que vous savez, quand vous avez Bakouri qui part voir de Béjaïa, il part à Tamanrasset pour voir la Barkaresh, quand vous avez le collectif qui est en train de se préparer à partir le voir après l'Aïd, donc la solidarité, nous, en tant qu'avocats, nous avons pris notre responsabilité, mais on ne peut pas être dans tous les fronts, on ne peut pas parler partout. On en parle dans le cadre des collectifs comme la Barkaresh, il y a eu le collectif de Yakouran, le collectif de son village natal, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Mais il y a aussi cette forme de solidarité, on ne peut pas oublier les détenus. Pourquoi? Parce que c'est incroyable quand je vous dis que le système est dans un état de défense. Il est vraiment acculé parce qu'il ne sait pas que c'est la répression qui fait revivre le Hirak. Non, écoutez, c'est le fait de mettre des gens en prison qui met en colère la population. On vous dit on ne peut pas aller voter alors que nos enfants sont en prison. Donc tout ce que fait le système pour penser tuer le Hirak est en train de raviver la colère et le Hirak. Donc les détenus sont l'essence même. Ils ont essayé de tuer le Hirak en empêchant les marches du mardi. Mais maintenant, c'est tout le monde qui dit qu'à partir après Ramadan, c'est tout le monde va sortir le mardi et on ira même vers sortir tous les jours de la semaine. Parce que cette répression est en train de donner l'effet contraire. Donc nous avons un système qui ne sait plus comment faire parce qu'il refuse d'admettre au plus profond de lui-même que la véritable crise est une crise politique qui ne peut pas être réglée d'une façon répressive, judiciaire ou juridique. Un avocat ne peut pas être accusé d'appel à attroupement non armé, non? Si. Si, aussi. Oui, quand vous dites, par exemple, que les gens vont sortir beaucoup plus Non, mardi. j'ai dit les gens... Attention. Si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, les gens ont appelé. La marche de vendredi passé, beaucoup ont appelé à sortir tous les jours.
beaucoup ont appelé ça la désobéissance civile. C'est cette répression qui est en train de donner l'idée d'aller vers la désobéissance civile qui était rejetée par certains. Ouais. La grève des 6 jours, c'est beaucoup qui en parlent. Mais qu'est-ce qui donne ce genre de réflexion? C'est cette répression. Donc, ce n'est pas l'avocat qui appelle, mais c'est la rue qui est en train de réfléchir à la nécessité. C'est Sultan. Pour accélérer le départ du système. Et finalement, c'est le système qui va يدير التصعيد أو يدخل الناس للحبس pour un oui pour un non. Non, moi je voulais juste relever dans cette séquence détenus, politique, continuité du système, Amira a rappelé qu'on est face au même système. Il y a un détenu qui, à mon avis, cristallise cette continuité-là du système et qui est le point de jonction entre les détentions et la politique. C'est Ali Rdiri. Ali Rdiri est en train d'arriver à ses 2 ans de prison. Aujourd'hui, il me semble que c'est le prisonnier politique le plus ancien pour la séquence Hirak. Il arrive sur ses 2 ans. Ali Rdiri est puni par l'ANP. Il y a une partie de solidarité, la haute hiérarchie de l'ANP, parce qu'il a désobéi au code interne. C'est l'ANP qui désigne les présidents, ce n'est pas quelqu'un de l'ANP qui sort et qui choisit d'être candidat. Mais qui a fait ça? Historiquement, c'est un code caché. C'est écrit quelque part? Est-ce que c'est une loi? C'est pas écrit, mais voilà, il a désobéi à ça. Donc, Ahmed Gaïd Salah s'est acharné contre lui, mais en fait, on se rend compte qu'on pensait qu'avec le départ d'Ahmed, ce n'est pas que lui. En fait, c'est toute la haute hiérarchie de l'institution qui considère qu'il a fauté et que, étant quelqu'un de la maison, il a été dans de très hautes responsabilités, il doit payer. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait qu'il est toujours en prison. Il est aussi aujourd'hui, de mon point de vue, il incarne celui qui, demain, s'il était libre, s'il reprenait son activité politique, serait le point d'appui pour tous ceux qui, à l'intérieur de l'ANP, pensent que ce n'est pas la bonne solution, pensent qu'il y a une solution politique et pensent qu'il est possible de faire autrement que de réprimer les Algériens. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être un point d'ancrage et il est en train de le payer très chèrement. Et donc, je l'évoque aussi dans la liste des détenus d'opinion auxquels il faut penser et dans la libération dont il faut réclamer la libération. Vous êtes d'accord, Amira Boulaoui? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, M. Ali Rdiri, que je n'ai jamais rencontré personnellement, juste avant la révolution du 22 février 2019, donc M. Rdiri, vous savez, dans ma famille, il y a plein de retraités de l'armée, etc. Enfin, et puis, il leur dit, il avait décidé de se présenter en tant que candidat, et il avait dit, j'aimerais le soutien de Bouraoui. Et il l'a dit à mes oncles. Et puis moi, c'était non, je soutiens personne, moi je soutiens le peuple, au Shara et la rue. Et je ne soutiens personne. Et je n'avais pas, même si j'avais lu Ali Rdiri en 2018 sur le journal Watan, très belle plume, c'était clair, c'était net, précis. Et puis il avait dit, il avait eu l'outrecuidance et l'audace de s'opposer à tout ce que le peuple avait rejeté par la suite. Il s'est opposé à la matrice. J'ai trouvé en lisant le Watan que c'était correct, que c'était. Mais je ne cherchais pas un homme. Je cherchais, personnellement, en tant que militante, à changer un système, mais pas à travers un homme. Une information, Maître Moustapha Bouchachi s'est rapproché du président de la Cour pour demander à quel moment on allait procéder enfin à l'enrôlement devant la criminelle, puisqu'on a décidé de maintenir son procédé devant la criminelle. Toujours pas de réponse. On n'est pas sûr qu'il soit enrôlé, son affaire soit enrôlée avant la fin de la session de la Cour session. Donc, par rapport à M. Rdiri, à partir du moment où on était sortis dans la rue, et ça c'est un peu l'histoire, hein, nous étions le 21 février 2019. Je parle de ce que j'ai pu vivre moi en tant que militante. Nous étions le 21 février 2019, M. Benchenouf m'appelle, le journaliste de Maghribia. Est-ce que Amira Bouraoui va sortir demain, 22 février? J'ai dit oui, je sors. Je sors avec le peuple et pour le changement du système, etc. Ah bon, Amira Bouraoui va sortir après l'appel de la mosquée, l'appel, voilà. J'ai dit oui. Moi, dans ma famille, ça ne me pose pas de problème, les musulmans. Moi, dans ma famille, il y a plein de musulmans qui vont à la mosquée. Moi, mon problème, c'est l'instrumentalisation. Uniquement l'instrumentalisation politique du religieux. Je peux terminer. Donc, juste après l'appel à la prière, voilà. J'ai dit, je sortirai demain.
Ah bon? Oui, je sortirai. Le lendemain matin, j'ai passé la nuit avec mes amis, Tiziri, que tu connais, Lila, qui est partie, et puis il y en a beaucoup qui sont... Lila qui est partie, Botago qui est On partie. fait un break de 30 secondes. Tiziri, elle va t'attaquer en justice pour avoir cité son nom là, et C'est pas ça va grave, l'amener en prison. je Tu vas paye. te prendre de cœur. Je paye. Donc le lendemain matin, on s'est préparé, Tiziri et moi, et puis on s'est dit, on va pas prendre nos voitures, il faut que Naïto Yassir, parce qu'on ne pourra pas les garer, etc. Et à ce moment-là, M. Farhat Itali m'appelle. Allô, tu es où? Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais sortir, je vais aller manifester avec le peuple de Tfliqa. Il était encore porte-parole de M. Ghadiri. قلت له وانت وين راك؟ قال لي راني في الكيجي تاع غديري. قلت له غديري هابط ولا لا لا؟ قال لي ما حبش يهبط بصح moi je vais venir vous récupérer pour vous déposer. شكرا جزيلا monsieur. Donc il nous a déposé. Donc à ce moment-là où monsieur Ghadiri aurait dû sortir, c'est le seul truc que je lui reproche, il aurait dû sortir. Il a continué à ne pas sortir. Il s'est entêté, il n'est pas sorti le 22 février. Alors que nous, on avait, en tant que militants, avec notre peuple, décidé de sortir et d'enlever Bouteflika. Il n'était pas sorti, mais a posteriori, Khaled, par contre, a posteriori, dès qu'il a été ramassé et mis en prison, je suis également la fille d'un militaire qui a été à la retraite par la suite, qui a été poussé à la retraite. Comme beaucoup de militaires. Les militaires, tout ce qui a été instruit, tous ceux qui étaient brillants, ont été poussés à la porte. Et ce sont malheureusement ceux qui étaient limités intellectuellement qui ont gardé la boutique. Vous avez parlé tout à l'heure en début d'émission sur ce rapport des Nations Unies sur l'état mauvais, alarmant des droits de l'homme, notamment en Algérie, Birmanie et Israël, avec tout ce qui se passe contre la population palestinienne et les victimes qui s'égrènent jour après jour. On a envie presque de dire que est-ce que les autorités algériennes se soucient de l'image de l'Algérie dans le monde ou bien elles s'en foutent complètement? Maître Smaïl. Moi, je dirais que d'abord, il faudra qu'on mette les préalables sur cette question. Le premier préalable à mettre, c'est de dire que ce n'est pas une ingérence. Parce qu'on s'attend tous à ce que leur porte-parole ou leur abouak tahom, comme on dit, va commencer à dire ce rapport, il vient encore frapper la stabilité de l'Algérie et tout, alors que ce n'est pas du tout ça. Quand on est membre des Nations Unies, on accepte de se soumettre aux règles des Nations Unies. Ça, c'est d'une. Quand on a signé et ratifié des conventions relatives aux droits politiques, droits civils et relatives au respect des droits de l'homme, on se soumet à toute injonction. Parce qu'il y a eu déjà des rapports, il y a 3 mois de ça, plus loin encore, il y a eu une succession de rapports qui avaient commencé par l'Union européenne, par le Parlement européen. On bat les hommes, ingérence, alors que c'est Macron qui décide de tout ce qui se passe en Algérie. Et puis il y a eu le rapport de l'Observatoire des droits de l'homme de l'ONU, et maintenant il vient d'être rattrapé par la même instance qui dit avoir reçu des rapports faisant état de maltraitance, de violence, de torture, de viol, et qu'il voit aussi qu'il y a une répression. Et le paragraphe le plus intéressant dans le communiqué, c'est le paragraphe relatif à l'usage disproportionné de la violence contre des manifestants pacifiques. Ça, c'est la première note, ou le premier paragraphe qui était intéressant. C'était ça, c'est d'avoir constaté que cette répression n'est pas justifiée, parce que les manifestants ne cassent pas, ils ne font absolument rien, c'est des manifestants pacifiques. On ne peut pas utiliser, même dans le code pénal TANA, la légitime défense doit être proportionnelle. Elle ne doit pas dépasser l'agression. Or, il n'y a pas d'agression dans les marches. Il y a ça. Le deuxième paragraphe qui est intéressant dans le communiqué, c'est le paragraphe, ça nous a épaté dans le sens où il a été subtil, intelligent, et il a dit tout ce que tout le monde savait, mais d'une façon très subtile. Il dit, nous appelons les autorités algériennes à respecter et à honorer la grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'ils nous disent directement que tout le monde sait qu'il y a une bicéphalie en Algérie. Il y a deux corps qui gèrent l'Algérie, 2 têtes. Parce qu'il appelle les autorités algériennes
à honorer la grâce faite par le président. Mais Donc, on n'a pas été graciés. non, je parle de ceux qui sont sortis. On n'a pas le été 2 graciés. janvier. Il parle de. Et le 19 février aussi. Le 19 février, il y a eu une trentaine de personnes. Absolument, parce qu'il a fait sortir une trentaine, après il a fait sortir une soixantaine. Après, juste quand il est revenu d'Allemagne. Quand il est revenu, il a fait sa première sortie, il a dit bon, je gracie pas. Ça ne veut pas dire ne plus être poursuivi. Non, pas du tout. Parce que nous, on a été sortis. Il y en a qui sont graciés. Ceux qui étaient définitivement condamnés. Attention, il a gracié. Donc ils ont certains. purgé leur condamnation. Il y en a qui ont purgé, il y en a qui étaient en détention, il y en a qui ont été condamnés et en attente du procès en appel. Donc la grâce. En fait, ce n'était pas une grâce, parce que la grâce, Khaled attend toujours son... Je suis dans le même cas que Oui, ce n'est pas des grâces, c'est des allègements. C'est des libertés provisoires qu'il a faites. C'est des épées de Damoclès, maître. Bon, c'est pour... appelez-le comme ça, mais l'essentiel, c'est qu'ils sont en dehors. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous demandons. Nous demandons qu'ils soient réhabilités. Le communiqué essaie d'être équilibré, c'est ça? Non, le communiqué est en train de dire qu'il y a deux personnes qui gèrent cette histoire. Il y a ceux qui continuent à réprimer et ceux qui ont fait une mesure. Il y a une force qui est en train d'essayer de bloquer l'un. Il y a un conflit. Ou alors, maître, qu'il y a une contradiction, s'il vous plaît. Ou alors qu'il y a une contradiction au sein même du régime qui libère les gens et qui les remet en prison. Et en même temps, il les remet en prison. Je termine. Rapidement, je termine dans le sens où le communiqué demande aussi aux autorités algériennes d'ouvrir des enquêtes sérieuses, parce que les autorités ont déclaré avoir ouvert une enquête sur l'affaire de Walid Nqish et on ne sait pas où elle en est. Au contraire, son dossier a été transféré devant le tribunal militaire, chose qui complique la chose, parce que Walid Nqish ne peut pas être victime devant un tribunal militaire. Ça n'existe pas. Pourquoi tribunal militaire? Oui, c'est un tribunal. Parce que la torture a eu lieu à Antar. À Antar. Donc le dossier a été transféré là-bas. Mais il n'y a rien. Alors le fait que l'ONU demande aux autorités algériennes d'ouvrir des enquêtes sérieuses sur des allégations, pas sur des accusations. Il dit sur des allégations, donc on ouvre toujours la parenthèse de selon. C'est des allégations. Mais dans tout ça, il demande le respect, et c'est ça le plus important. Il rappelle l'Algérie, il lui rappelle, enfin, il ne rappelle pas l'Algérie, les autorités qu'ils ont signé des conventions et qu'ils ont des obligations internationales. Parce qu'on ne parle pas de complaisance, on parle de contrat. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie ne respecte pas ses engagements. Oui, mais les suites qui font peur. Parce qu'en cas où on ne respecte pas les conventions, il y a des sanctions. On ne peut plus aller faire ses courses à Paris. Non, on ne peut plus aller faire ses courses à Paris, pas pour les arrêter, parce que là, ça sera un embargo économique, ce sera des sanctions économiques. La situation actuelle du pays ne permet pas, ne va pas supporter des sanctions. Pour l'Algérie par le passé. Ça va se produire, ça continue. C'est ça qui fait peur. Personnellement, ça me fait honte que ça vienne d'ailleurs, qu'on demande à mon pays de... Ça me fait honte. J'aurais préféré ne pas avoir ce genre de remarques de l'extérieur. Parce que mettre avec l'État d'Israël, avec le régime birman, moi, ça me fait honte. C'est pas ça pour moi, l'Algérie. Quand ça vient d'ailleurs, j'aurais préféré que ça se fasse ici. Et par rapport au régime bicéphale, j'ai quand même une petite anecdote. En 2016, quand j'étais sortie avec Ahmed Rezzeg et quelques militants pour demander l'application de l'article 102, à un moment, dans le commissariat de Cavignac, à un moment, واحد يقول له يعيط له في التليفون الكوميسار يقول له أيا خليها تروح لدارها. Et tout de suite après, il avait un autre appel. Non, elle passe chez le procureur. Et le commissaire, le pauvre, il était complètement chamboulé. Il ne savait plus à quel ordre répondre. Et à un moment, il dit, parce que monsieur le commissaire, c'était le 16 septembre 2016. C'était le jour de la rentrée scolaire des enfants. Et moi, je devais récupérer les petits à 4 heures. Quand monsieur le commissaire, vous libérez-moi, je vais aller récupérer mes enfants. Il me fait, moi aussi, j'ai ma fille à récupérer, mais la ghalb al-awamer. À un moment, on l'appelle, libère-la. Non, garde-la. Non. Et lui-même, il ne savait plus quoi faire. À un moment, ils lui ont dit, libère-la, je n'arrive pas à la place de la grande poste, que mais vous venez de me libérer. Qu'est-ce qui se passe? Non, on a reçu un autre appel. C'était d'un ridicule. C'est-à-dire par rapport à l'institution, c'était triste à mourir. À l'intérieur du commissariat, et maintenant on attend quoi? Dès que قلت له خساره قلت له يتلاعبوا بالامن à ce point قال لي الله غالب à 19h قال لي maintenant
تقدري تروحي لداركم. قلت له ما نروحش. لا جو دي دوكا انا جو رونتر با شي موا. قال لي علاش ما تروحيش؟ قلت له انا تاني نستنى الاوامر. قال لي طبيبه ما تبقيش تروحي للدار تسمى انا نقعد هنا. قلت له اه بون. قلت له tu es et puis lui c'est pour ça que j'en veux pas à la police. La police on leur donne des ordres. وكان اللي يقول لك هكذا باش يحميو المرميطه خبزه الدل. Mais moi, je voudrais que la police continue à obéir aux ordres, même s'ils ne sont pas bons pour l'instant. Un jour, ils seront bons. C'est leur métier. Ils ont قال الله غالب طبيبه الأوامر. قلت له moi maintenant, je rentre plus chez moi. Ça m'appelle aussi, avant de donner la parole à Hassan Radé, c'est la formidable réflexion faite hier par le journaliste Moustapha Bastami, puisqu'hier 5 journalistes ont été interpellés pendant 5 heures, dont Moustapha Bastami, et qui disait dans sa réflexion, c'est que les ta'limat sont au-dessus de la loi. Les ta'limat, les instructions sont au-dessus de la loi, qui dit que la liberté de la presse c'est pas des hommes de loi, c'est des hommes qui doivent amar tabbat. Voilà. Non, moi je sais pas comment il faut interpréter ce qu'il y a dans ce communiqué, mais moi, c'est notre responsabilité un petit peu au Café Presse Politique de donner notre opinion et d'essayer d'éclairer. Évidemment, on peut retenir l'opinion ou pas. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'accréditer la possibilité d'une bicéphalie dans le traitement du Hirak. Peut-être que pour d'autres choses, elle existe, hein. Mais dans le traitement du Hirak, ça a pu exister à un moment donné. Il y a eu cet épisode avec Al-Khdar Bourg quand on l'a approché pour une autre feuille de route, pour ne pas faire le référendum, pour essayer de créer un gouvernement d'union nationale. Il y a eu cette plateforme de 15 points, c'était à l'époque où tu étais en prison. Et c'était dans la semaine où les 10 jours où Amira aussi était en prison. Et il y a eu des moments où il y a pu y avoir ces hésitations et on a pu peut-être identifier des pôles différents. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que depuis le 6 avril, depuis la réunion du Haut Conseil de sécurité, en présence du chef d'état-major, de tous les ministres du département sécuritaire, Abdelmajid Tebboune, qui dit que nous allons taper dans la fourmilière, il assume ce qui est en train d'arriver. Et il est responsable politique de ce qui est en train d'arriver. Il est d'autant plus responsable que quand il déploie sa feuille de route politique, on n'y retrouve finalement que de la répression. Le chef d'état-major de la répression, aujourd'hui, identifiable pour nous, ça reste Abdelmajid Tebboune. Les autres, ce sont ceux qui l'ont amené. C'est lui. C'est lui qui est responsable. Et en parlant, on n'a pas beaucoup de temps. Ils n'ont pas des feuilles de route différents. Il faut qu'on avance. Ils cherchent tous à se maintenir. Ils l'ont ramené pour qu'ils se maintiennent. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Maître, vous avez parlé d'Abdelmajid Tebboune qui va s'adresser à la nation aujourd'hui, certainement à cause de la fête de l'Aïd demain. On ne s'attend pas à de grandes annonces, évidemment. Mais comment est-ce que vous réagissez à tout ce qui a été dit ces derniers jours sur cette affaire de la SAA, de la CAR? Est-ce qu'on s'invente encore un ennemi? Est-ce qu'on tombe aussi sur le Maroc? Parce qu'il faut le dire, c'est le cas du Maroc qui est mis en avant aujourd'hui. Est-ce que c'est les gens qui sont aux abois ou est-ce que c'est les élections, donc il faut tout faire pour les faire passer? Moi, j'ai eu l'immense privilège d'avoir fréquenté un monsieur qui s'appelle Abdeslam, Bled Abdeslam, qui a été fondateur de l'industrie. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'était qui a construit l'industrie algérienne et qui a été Premier ministre au début de la guerre civile. Il a décrété une économie de guerre. Considéré qu'après l'arrêt du processus électoral, il y a eu beaucoup de gens qui s'étaient enrichis, les inégalités s'étaient creusées, etc. L'Algérie, sous les fourches codines du FMI, on n'avait pas de quoi rembourser et tout. C'était cohérent. Il disait les devises disponibles, le peu de devises, on faisait 9 milliards de dollars d'exportation à l'époque, iront pour les besoins de première nécessité de l'État. Le privé qui veut investir et importer, pour lui, il doit se débrouiller avec des... Voilà, c'est pas avec l'argent de la Banque d'Algérie. Il intervenait évidemment dans les entreprises publiques. On était encore à l'époque, le secteur public était important, etc. C'était cohérent. Ça avait du sens. Et dans son programme, il y avait économie de guerre, il y avait justice sociale. Donc, renforcement de dispositifs de soutien, etc. Aujourd'hui, on a un ersatz de Bled Abdeslam avec Abdelmajid Tebboune. Évidemment qu'il n'en a pas le statut. Encore une fois, Bled Abdeslam, c'était un membre du comité central de 1953, fondateur de l'UGMA. On n'est pas dans la même galaxie. Qui parle en août aux chefs d'entreprise de plan de relance. On vous ouvre les guichets, vous allez investir, on va soutenir l'investissement du privé, c'est le privé qui va sauver l'économie nationale. Et qui revient 6 mois après, il l'avait déjà fait avec Air Algérie, il a débarqué un ministre, M. Hani, ministre des Transports, pour des bons de commande à l'international, etc. Et qui intervient aujourd'hui
dans des décisions d'entreprise, y compris privées, dans le cas de Jay-Z. Pour moi, ça veut dire que, pour moi, à la limite, avec l'arrestation de Nabil Mellah, cette sortie-là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Quand on veut contrôler des choses comme ça veut dire qu'on est devenu fou, qu'on n'a pas de vision, qu'on ne sait pas qu'on est dans la panique la plus absolue. C'est dramatique. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si on était en guerre. On a un discours qui n'est pas celui de l'économie de guerre, puisqu'on essaie de mettre en selle le privé. Mais en même temps, on prend des mesures qui découragent l'investissement étranger, qui découragent les chefs d'entreprise privés, qui vont décourager les chefs d'entreprise publics, parce qu'ils ne vont plus prendre d'engagement. Ils ne sauront jamais ce qu'ils font, si c'est bien ou pas, parce qu'il y aura toujours le coup près de ce que j'appelle moi l'escale de Mchreya, parce que dès le premier jour, Tebboune a montré sa brillance et son excellence en économie. Il a dit à Algérie, il faut qu'elle ouvre une escale à Mchreya. Il est rentré dans le plan de distribution d'Air Algérie. Ça vous situe un peu le niveau. Et donc, on est dans quelque chose, et c'est très, très, très dangereux, parce que je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la crise sociale qui est en train d'arriver. Maître Smaïl, sur cet ennemi qu'on brandit à chaque fois. Ça me rappelle la guerre des sables, Hab Rimal. Oui. On nous a toujours inventé un ennemi. Bon, à l'époque, on avait dit que c'était le Maroc. Là, on ferme des firmes qui sont conventionnées ou qui ont signé des contrats avec une boîte marocaine qui est très connue à travers plus de 19 pays qui ont signé des conventions avec eux dans ce qu'ils font. C'est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je suis militante d'un parti qui reconnaît une seule logique. C'est le Maghreb des peuples. Le FFS, pardon. Le FFS. Le Maghreb des peuples. Et le Maghreb des peuples a toujours dit, on s'en fout de ce que pensent les dirigeants parce que ça ne nous regarde pas. Eux, ils savent ce qu'ils font, mais nous, on a besoin d'un grand Maghreb. Et je vous jure que tout ce qui se passe actuellement, toute cette fermeture des frontières, tout ce qui se passe comme faux conflit, comme fausse guerre, comme faux ennemi, ça n'arrange que les puissances européennes. Parce que s'il y a un marché, s'il y a un libre-échange économique, s'il y a des échanges, ne serait-ce que... ça n'a jamais été une option ni une volonté. Et ça ne sera jamais le cas avec ce système. Oui. Avec tous les systèmes. Le système qui perdure depuis 62. Je veux dire avec tous les systèmes maghrébins, mis à part la Tunisie peut-être. Non, même la Tunisie c'est limité. La Tunisie prend de nous, mais nous on ne prend rien d'elle. La Tunisie. Je parle de système politique. Oui, système politique. C'est le même système pour les trois pays, même pour toutes. Mais cette histoire. Le politique tunisien est ouvert. Hein. Oui, il est ouvert. Il est ouvert jusqu'à. C'est grâce depuis 2011. Grâce à la révolution. Je vais juste dire un mot. En fait, pourquoi c'est pitoyable ce qui vient d'arriver? Parce que Abdelmadjid Tebboune, s'il voulait se montrer en grand chef d'État, il gèle les relations diplomatiques avec les pays qui ont ouvert à Dakhla. Moi, je considère que la vraie agression, c'est quand on ouvre une chance, une permanence. Non, la permanence pour un parti, à la limite, ce n'est pas officiel. Oui, mais les Émirats arabes unis ont ouvert à Dakhla un consulat. استفحل مع les Émirats arabes unis, ماشي مع Jay-Z, la petite entreprise مع Saouda. Parce qu'en fait, la vraie agression, du point de vue stratégique, le manque de respect pour les résolutions des Nations Unies diplomatiques, etc., elle est là. Voilà. C'est pas sur le plan économique. Alors, oui, tout à fait d'accord, On nous invente à chaque fois des ennemis, surtout à la veille de certaines échéances électorales. C'est toujours, ça se répète à chaque fois. Normalement, on a fini par comprendre où ils veulent en venir. Voilà, c'est le Maroc, il nous veut du mal, etc. On doit se protéger. J'ai été une fois invitée au Liban, à Beyrouth, où j'ai rencontré une militante marocaine, tunisienne, libyenne. Donc, ils avaient invité des militantes du Nord-Africain pour qu'on puisse discuter. Quand j'ai discuté avec cette militante, elle m'a dit, vous savez, nous, au fond, on n'en a vraiment rien à foutre du Sahara occidental. Nous, on a envie de régler nos problèmes, etc. Et on sait qu'à chaque fois, de leur côté également... Les Marocains ne disent pas ça. Voilà, en tout cas, bon, moi, c'est la discussion que j'avais avec cette militante. J'estime que pour le peuple algérien, le peuple marocain n'est pas un peuple ennemi, bien au contraire, nous sommes tous de la même famille. Je suis également pour le Maghreb des peuples, pour le nord africain des peuples. On a vu l'exemple de la France et de l'Allemagne qui se sont fait la guerre comme pas possible, et pourtant ils sont aujourd'hui pour une Europe forte, etc. Je ne vois pas pourquoi nous on ferait pas la même chose pour le nord africain et à nous inventer des ennemis. On se regarde toujours en chien de faïence, plus de 60 ans après nos indépendances. C'est triste, oui. Merci Amila Boulaoui. Une dernière question. Vous alliez voter le 12 juin puisque vous êtes pour les élections législatives? Je ne suis pas pour les élections. J'ai rêvé que tous les hirakis soient à l'intérieur. Non, j'irai pas voter. On n'est pas un mot sur les hirakis qui ont été biffés des listes, non.
Non, 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 je n'irai pas. on veut donner des noms. On veut des noms. Comme par exemple? Je n'ai pas été biffé de la liste, puisque je ne me suis pas présenté. Donc on ne les saura pas aussi, on pourra. J'espère, ça serait bien de rouvrir. Moi, je sens que, par exemple, je sens qu'il y a des gens qui sont en train d'en revenir, qui ont cru, je ne vais pas citer de nom, mais il y a vraiment des gens qui ont pensé que c'était possible de faire cette opération. Vous croyez qu'il y a des gens du Hirak qui ont vraiment cru en la transparence des élections, ou est-ce qu'ils ont été peut-être soudoyés? Il y en a qui ont pensé que c'était la bonne stratégie, que cette fois-ci, c'est légitime de penser ça. Dire, après tout, à un moment donné, il y a un mouvement tellement puissant, il faut qu'il capitalise quelque chose. Ça peut être l'Assemblée, voilà, même si c'est juste pour troubler la feuille de route du pouvoir. Hein. Mais, et tous ces gens-là, de mon point de vue, sont en train d'en revenir. Attendez, il y avait le FFS qui le croyait, hein. Enfin, le FFS officiel, qui était sur le point avec la même analyse, on essaie d'occuper pour, etc. Bon, heureusement que ce n'est pas passé. Si ce n'était le génie de la base. Si c'était la mobilisation et la fidélité de la base à l'histoire du FFS. Absolument. Je pense, juste 30 secondes, je pense qu'aujourd'hui, avant tout, c'est une guerre bien sûr économique et le souhait aujourd'hui, même de la majorité des Hirakis du moins, c'est de pouvoir avoir un travail, avoir un logement décent et qu'aujourd'hui, en bloquant, comme ils le font aujourd'hui, l'économie algérienne, on n'arrivera pas à avancer et le Hirak va continuer indéfiniment. S'ils sont un tant soit peu intelligents, ils laissent l'économie s'ouvrir au marché. Vous donnez une vocation sociale au Hirak, c'est ça? Elle a une partie sociale, oui. Mais la partie politique? Et la partie politique? Et la partie politique par ceux qui font de la politique. J'ai juste, ça c'est mon petit défaut d'animateur, donc poser encore une dernière question à Amira. Je voulais savoir si Farhat Italie, elle appelle encore pour descendre au Hirak. Non, absolument pas. Il a essayé et puis voilà. Il a essayé de vous appeler ou de descendre au Hirak. Non, il a essayé de changer les choses de l'intérieur. Ce n'est pas possible. Je voulais dire justement un mot sur ça. Heureusement que je voulais dire un mot sur ça, pas sur l'appel. Hein, non, pas sur. Je voulais dire que il y a une grande différence entre sauver l'État et sauver le système. Ceux qui pensent participer, qui pensent parce qu'ils vont participer aux élections du 12, vont sauver l'État. Ils ne feront que sauver le système. Or, cette révolution, elle est là pour demander le changement du système. Donc, s'il y avait eu changement, le FFS aurait changé les choses en rentrant dans les élections de mandats de suite, 2012, 2017, 2017, jusqu'à la dissolution. Rien n'a changé. Au contraire, ça a bouffé le FFS de l'intérieur. Au contraire, ça a créé des conflits entre militants de direction. Ça a créé des conflits parce que ce système ne peut pas changer de ses propres appareils. Parce que les institutions actuellement sont les institutions de ce système. On ne peut pas participer dans une élection quand on n'a pas d'abord assuré le changement des lois qui régissent ces institutions. Merci. On ne peut pas changer. Merci Nabila Smaïl. Je répondrai à la question sans qu'elle me soit posée. Je n'irai pas voter. Je suis en campagne pour le boycott pacifique. Boycott pacifique parce que nous sommes contre la violence. Ils ont préparé des textes liberticides allant de 5 à 10 ans jusqu'à 20 ans, alors que le peuple n'est pas sauvage. Le peuple est en train de manifester pacifiquement. Il n'avait pas à préparer un tel arsenal que le communiqué de l'ONU avait décrit de lois élastiques trop larges. Merci à Amira Bouraoui, merci à Hassan Khadi. Une pensée évidemment à tous les détenus d'opinion, à Nabil Mellah, à Mohamed Tajadid, à Souhaib Dabbari, à Rabah Karesh qui est journaliste en prison à 2000 km d'Alger. Les familles vont passer l'Aïd. Et qui vont passer une nouvelle occasion dans l'adversité. Il faut juste leur dire. Une pensée aussi pour les Razaouis qui vivent sous les bombes aujourd'hui. Aussi une pensée pour le peuple palestinien, victime lui aussi de terribles injustices et de terribles souffrances. Merci à vous tous pour votre fidélité. Sarah Edcom et à mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.